que je voulais d'abord souligner. Donc, finalement, c'est une réalité qui est concrète. Vous verrez que normalement, même ceux-là qui combattent la RDC, il n'y a pas que les étrangers, les occidentaux, les asiatiques et les autres. Vous verrez que normalement, même les fils du pays. Aujourd'hui, l'actualité, on parle, non, celui-ci a volé XY, a détourné plus de 57 millions de dollars, a détourné 100 millions de dollars, a détourné ceci. Oh non, on avait investi pour cette route, il y a des projets, on a volé. Mais pourquoi prendre toutes ces sommes, aller investir dans l'armement, aller investir dans le social des soldats? C'est un peu difficile. Comment est-ce que quelqu'un qui se dit de père et de mère, qui se dit congolais d'origine et non d'acquisition, peut dans certaines circonstances ne pas être prêt à sauver son pays? Seulement, c'est difficile d'identifier un Congolais. Déjà, il y a des Rwandais, actuellement, nous sommes pendant la période électorale. Il y a des Rwandais qui se sont fait massivement rouler. Surtout les mauvais joueurs de la RDC. Nous sommes menacés tous les jours ici. Nous sommes attaqués par les pays étrangers, justement à cause de nos richesses. Voilà, très chers internautes de partout où vous nous suivez, nous sommes là dans notre émission que nous vous présentons à chaque fois, Venez à moi magazine. Alors, quand vous attendez les mots magazine, c'est-à-dire ici nous vous présentons les divers, c'est-à-dire que ce soit en matière économique, en matière politique, voire même en matière juridique. Alors, d'où ici nous avons reçu quelques invités qui vont essayer un peu de faire des analyses par rapport à la situation sécuritaire à l'est du pays. Alors, sans plus tarder, nous passons déjà à la première phase de cette émission, qui est la phase de la présentation. Bonjour. Bonjour. Alors, comment est-ce que vous pouvez vous adresser à la population congolaise qui est là présentement pour vous suivre? Ok, merci beaucoup. Je salue tous les intervenants ici au plateau et puis tous les abonnés de cette chaîne. Moi, c'est Manix Nongo, étudiant à la plus grande université de Kinshasa, en particulier un étudiant inscrit régulièrement à la faculté de droit. Merci. Voilà. Nous passons la parole au deuxième intervenant. Oui, merci, messieurs les journalistes. Premièrement, avant que je ne puisse me présenter, permettez-moi de vous dire merci pour cette considération, surtout envers nous et à l'organisateur, celui qui a voulu à ce que nous puissions être ici, justement pour venir épiloguer sur une thématique qui a une importance un peu colossale, et ce n'est pas pour rien que nous sommes ici. Alors, pour le nom, je suis Ignace Pano, étudiant à la même faculté de droit et à la même université de Kinshasa. Voilà, nous continuons, nous poursuivons avec notre émission. Monsieur, si vous pouvez également vous présenter. Oui, monsieur le journaliste, merci. C'est un peu d'une importance très capitale d'être invité un peu dans cette chaîne afin de pouvoir épiloguer sur une thématique d'une grande importance. Déjà, je suis justement Adolphe Tchaboui, chercheur en droit. Voilà, nous approchons peu à peu, puisque nous ne pouvons pas tout justement aborder, n'est-ce pas, les choses sans pour autant parler d'abord de la thématique, c'est-à-dire exilé, essayer un peu de ploguer, n'est-ce pas, la thématique sur base de quoi nous sommes en train de discuter dans ces plateaux. Alors, Monsieur Manix, aujourd'hui, nous nous retrouvons face à une situation qui bouleverse la situation sécuritaire à l'est du pays. Alors, vous étant analyste, comme vous aviez dit, comment est-ce que vous analysez cela? Ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez indiqué, d'abord, nous devons connaître ce que c'est l'histoire de cette guerre. Parce qu'on dit, l'histoire, c'est ce qui arrange même l'avenir d'un État. Comme le disait un auteur anglais, nous devons dire ou raconter cette histoire encore et encore parce que c'est un patrimoine pour notre État. Et c'est le cas avec l'histoire de la partie est du pays. D'abord, du point de vue historique, je sais qu'il y a trop de grands historiens dans ces pays, mais vu notre recherche sur cet thème, vous verrez qu'il y a eu d'abord l'avènement avec le président Mobutu qui avait instauré un système dictatorial dans cet État. Et puis il y avait les Tutsis.
il y avait une guerre au Rwanda. Et puis ce peuple voulait traverser pour fuir l'insécurité dans leur pays, pour traverser ici au Congo. Et puis il y avait eu déjà naissance de cette insécurité. Mais bien avant cela, vous verrez que le président Mouzé, Laurent Désiré Kabila, était venu pour déboulonner le système dictatorial de M. Mouzé. Mais il ne pouvait y parvenir seul. C'est pour cela qu'il avait fait recourir à certaines autorités voisines dont nous savons M. Paul Kagame et M. Museveni pour déboulonner M. Mobutu. Et puis ils l'ont prêté main forte. Il a pu asseoir ou déboulonner M. Mobutu qui s'était enfui au Maroc. Il a pris le pouvoir. Mais ce monsieur voulait à tout prix garder l'unité du Congo. Donc, la valeur congolaise. Parce qu'il savait que si il respecte les accords signés avec ces deux pays voisins, en exploitant nos ressources naturelles, la partie Est sera en insécurité, voire même le pays tout entier. C'est pour cela, 2 semaines après, il n'a pas pu respecter ces accords. Il a mis fin à des démarches diplomatiques. Il a renvoyé même les officiers militaires qui étaient ici au pays. Et puis, après cela, ces 2 pays ont pu amener les groupes rebelles dans la partie Est pour déstabiliser le pouvoir en place. Avec aussi son fils, c'était comme ça jusqu'à aujourd'hui, voire même l'agression rwandaise. Et puis c'est là, parce que du point de vue juridique, nous sommes aussi juristes en formation, vous verrez qu'il y a eu voire même les rapports mapping qui établissaient les différents crimes et violations de droits humains, de droits de l'homme qui ont été violés dans cette partie du pays. Et puis, ces rapports étaient un atout parce que ça doit rappeler au peuple congolais, voire même à la communauté internationale, ce qui représente ces dangers pour la République. Il y a même le docteur Denis Mukwege qui a beaucoup milité sur ces cas. Il a eu même des menaces de mort. Pour ne pas vraiment aborder cette question au fond, nous vous remettons. Voilà, nous allons devoir revenir avec vous avec toute force. Sans plus tarder, nous passons également la parole à M. Ignace. M. Ignace, essayez un peu de vous adresser à la population congolaise qui est là, qui attend de vous, n'est-ce pas, quelques révélations par rapport à la situation sécuritaire à l'Est, puisque en réalité, il y a une certaine évasion, parce que plusieurs ne savent pas vraiment la genèse, n'est-ce pas, comme venait de le dire M. Manix. Alors, quel est également votre apport par rapport à ça? Oui, merci pour la deuxième fois, messieurs les journalistes. Premièrement, de prime abord, la République démocratique du Congo, c'est un État de droit, j'avais précisé dans le préambule. Déjà, c'est un État qui est constitutif de plus ou moins 26 provinces au total. Alors, généralement, lorsqu'une des provinces de cet État est touchée, c'est-à-dire que c'est toute la République qui est touchée. Alors, étant donné que c'est la partie Est du pays qui est touchée actuellement, premièrement, il faut commencer par l'histoire, c'est-à-dire en une petite historicité, pour voir même l'originalité de ces problèmes. Bien. Ce n'est pas un problème qui date d'aujourd'hui, mais c'est un problème de trop longtemps. Alors c'est une guerre qui apparaît être perpétuelle. Pourquoi? C'est parce que toutes les mesures que l'on a prises pour pallier à ces problèmes, les mesures ne sont que des accessoires. Ça dit absolument rien, ça ne met pas faire la guerre. Alors le problème c'est quoi? Généralement, le problème de la République démocratique du Congo, c'est un problème de la nationalité. À telle enseigne qu'aujourd'hui, sur les territoires congolais, on ne peut aucunement étudier la nationalité sans qu'on ait mis quand même un certain point sur les différentes expressions Kinyarwanda, c'est-à-dire les différentes populations d'expression Kinyarwanda qui se trouvent sur la partie Est du pays. Alors, déjà, le problème, comme je le disais, c'est un problème de la nationalité, à telle enseigne qu'actuellement, on ne peut jamais étudier la nationalité sans que l'on ait épilogué sur les différentes populations d'expression Kinyarwanda qui se trouvent sur la partie Est du pays. D'ailleurs, vous le connaissez très bien que moi, il y a eu un auteur belge, du nom de Henri Euben, qui a essayé de toucher même les fondamentales de cette situation. Il a épilogué sur 3 causes principales qui justifient même la présence de toutes ces populations sur la partie Est du pays. D'où il a parlé des grandes famines qui ont touché le Rwanda vers les années 1905 à 1952, mais également il a parlé de la recherche d'été, parce que déjà ici, il faut soulever certains préalables de rationalité, parce que déjà, il y a le Rwanda et le Burundi qui sont les 2 pays en une forte densité. Et troisièmement, il a parlé
du besoin de main-d'œuvre. Parce que déjà, le Rwanda cherchait le main-d'œuvre ici en République démocratique du Congo. Et c'est par là que vous constaterez qu'à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne était déjà vaincue. L'Allemagne s'est vue vaincue et elle a été retirée de toutes ses colonies en Afrique. Alors, déjà, la Belgique, comme d'ailleurs le pouvoir fondateur, le pouvoir colonisateur de la République démocratique du Congo, avait, tout comme c'était vie octroyé le Rwanda, mais également le Burundi. Maintenant, pour y parvenir, parce que déjà, la Belgique devait mettre en œuvre la politique pour savoir comment diriger les deux pays. Il a institué, c'était une institution, bien entendu, l'institution, c'était l'institution qui militait plus pour la mission d'immigration Banyarwanda. Alors, cette institution, ça a débuté, les activités, c'est-à-dire les activités de cette institution ont débuté à partir des années 1936 vers 1937. Mais on a constaté que l'institution a plus milité justement pour faciliter les entrées abusives des Rwandais et des Burundais sur le territoire congolais. Et après cela, déjà, on devait pallier à ces problèmes. Mais pour ne pas plus engager des dilateurs sur le plateau, j'aimerais plus marquibouter sur l'élément essentiel qui est la nationalité. Bien. Alors, pour finir, s'il vous plaît, ne voulez pas m'interrompre parce que déjà, je tiens du temps vers la fin. Il y a eu des accords entre les Rwandais et les Congolais. En ces temps-là, c'était l'époque de Mobutu, bien entendu, parce que déjà, c'était lui qui était le président en ces temps-là. Alors, Mobutu avait eu à tenir un meeting au stade de Tata Raphaël. Alors, d'après le meeting, Mobutu réclamait à ce que la population puisse lui raccorder 5 ans pour qu'il puisse ramener maintenant la paix en République démocratique du Congo. Étant donné qu'il y avait des transplantés, lorsque je parle des transplantés, c'est-à-dire faire allusion aux Congolais, aux Rwandais et aux Burundais qui se trouvaient sur le territoire congolais, donc il y avait même acquis la nationalité congolaise. Mais jusque-là, la loi fondamentale, la constitution, c'est-à-dire la toute première constitution de la République démocratique du Congo, ne prévoyait absolument rien en ce qui concerne la nationalité. Maintenant, pour pallier à ces problèmes, Mobutu avait pris l'ordonnance loi. Et selon l'ordonnance loi, nul ne pouvait acquérir la nationalité si ce n'est que la personne qui a vécu vers les années 1960, c'est-à-dire les 30 juin 1960. Et ça a été fait ainsi. Maintenant, il y avait une certaine classe politique qui a dit non à cette ordonnance loi. Et pour y parvenir, là, il a été pris une loi, la loi numéro 72/002 du 29 juin 1972. La loi disait quoi? La loi a déclaré nul et non avenu cette ordonnance loi. Maintenant, il fallait qu'il y ait des mesures préventives qui pouvaient quand même mettre fin à ces dictatoires, peut-être à ce qui concerne la dictation, ce qui faisait les territoires congolais, surtout le Burundais et le Rwandais. Il y a eu des mesures exclusives qui ont été prises par les conseillers législatifs. Parce que déjà, les conseillers législatifs, c'était la personne qui était le mieux placée pour prendre des mesures, surtout des mesures exclusives sur les territoires congolais. Et les mesures, en termes de mesures, c'était la loi numéro 81, bien entendu, /001. D'après la loi de 81, la loi disait que donc, tout Congolais devait être celui qui a vécu vers les années 1905. Mais voyant que les gens ici ne répondaient pas valablement à des critères, c'est pourquoi ça a créé la toute première guerre à l'est du pays. Et c'est là d'ailleurs l'originalité de ces problèmes. Alors pour ne pas plus prendre votre temps. Voilà, également nous allons revenir avec force, puisque vous avez vraiment touché la teneur de cette thématique. Alors, Monsieur Adolphe, essayez un peu également de vous adresser à la population congolaise. Quel est le point que vous avez y à préparer pour pouvoir essayer un peu d'éclairer l'opinion? Oui, monsieur les journalistes, tel que ça a déjà été prévu, c'est d'abord un honneur qui nous a été donné par vous ici pour cette invitation, étant donné que ce n'est pas moindre de venir épingler certains points et trouver des pistes de solutions qui peuvent quand même servir la République afin de trouver solution à des problèmes liés à la sécurité de notre nation. Déjà, personnellement, je ne pense pas qu'il faut encore spéculer sur l'originalité, mais l'historique même de cette guerre qui est en train de troubler la RDC du jour au jour, où le citoyen congolais est en train de vivre debout, mal à l'aise, presque à tout moment. Nous sommes avec vous par-ci par-là, il y a eu des atrocités, des droits de l'homme, de part et d'autre, surtout dans ce pays. Alors, la République démocratique du Congo, conformément à la Constitution, vous verrez que c'est un état d'abord de droit, pour ne pas jamais un état de droit constitutionnel, puisque la RDC répond à tous les critères. Alors, il faudra alors trouver un peu les causes
qui font que cette guerre puisse être perpétuelle, qu'il y ait un peu, donc en fait, l'agencement de cette guerre ici. Déjà, la guerre a débuté, ce n'est pas aujourd'hui, tel qu'a souligné les intervenants les plus immédiats. Alors, déjà, nous allons surtout marteler sur les points pratiques, du tout très pratiques là, nous ne serons pas un peu très larges. Vous verrez que normalement, il y a beaucoup de désaccords. Il y a beaucoup de conventions qui sont signées par-ci, par-là. Mais pourquoi tu n'aimais pas faire ça? On nous a parlé de l'ordre fondamental, on nous a parlé de la constitution, de transition, la constitution de 2006. Par-ci, par-là, on prévoit tous les mécanismes de solution. Mais pourquoi ne pas arriver à la solution alors? Tous les mécanismes sont prévus dans la Constitution, dans des accords internationaux, dans des conventions. Alors, déjà, personnellement, nous pensons que même les problèmes n'est pas seulement liés à l'histoire de la guerre, mais aussi même dans les chefs de nos dirigeants actuels. Mais aussi dans les chefs de nos dirigeants qui ont dirigé dans les 1960, dans les 1900 quelques. Même aussi actuellement. Vous verrez que normalement, il y a certains dirigeants qui se disent dirigeants tout en gérant le Congo, mais tout en n'ayant pas rempli tous les critères fondamentaux. Vous verrez qu'actuellement, et non seulement actuellement, même avant-hier et dans toutes les années, nous avons connu un peu des dirigeants qui n'ont pas servi le Congo de façon un peu absolue. La RDC ne doit pas demeurer un État bébé. Nous devons prendre les responsabilités. Nous sommes seuls, il n'y a pas de république de moitié du Congo au monde. Il n'y a qu'une seule république. Et lorsqu'il y a un problème qui attaque la république, les autres pays ne peuvent pas commencer à se soucier de nous. Chaque fois, on recourt toujours à d'autres pays. Oui, on ne refuse pas la fraternité. Mais normalement, nous devons prendre nos responsabilités en charge. De ce point de vue, pensons qu'on doit encore renforcer sur les systèmes éducatifs même de notre pays. Trouvons que le système éducatif est encore trop bas. Trop bas vraiment. Comme le professeur Njoli qui enseigne le droit constitutionnel dit que le droit constitutionnel mérite même d'être encore enseigné même à l'école primaire, à l'école secondaire. Il ne dit ça pas pour rien. Puisqu'on trouve que la mentalité, les Congolais aujourd'hui se disent Congolais puisqu'ils ont des actes de naissance et autres. Mais il faut un peu revêtir cette qualité morale d'un Congolais. Vous devez un peu avoir ces qualités, toutes les qualités possibles, pour qu'en cas d'un problème, vous puissiez prendre les armes contre l'agresseur. Alors, de ce fait, pensons que le système éducatif, mais aussi l'instruction qu'on donne aux enfants, n'est pas encore suffisant, bien que le chef de l'État est en train de commémorer certaines choses, mais quand on a encore renforcé, tout en mettant beaucoup de mécanismes sur le terrain, afin que l'enfant puisse grandir avec l'identité congolaise. Lorsque l'enfant sait l'histoire même de la RDC, il sait bien vous narrer l'histoire de Lumumba, sait bien vous narrer l'histoire de Kabila Laurent, mais vous verrez que l'enfant est en train de revêtir les qualités devant lui permettre de changer le pays. L'éducation a une importance très capitale et on ne doit pas normalement laisser sur ça, puisque du coup, revêtir toutes les qualités qui possède la République du Congo, ça serait un peu une solution un peu adéquate et idoine à la situation actuelle qu'il y a la RDC. Alors, pour ne pas plus parler des accords qu'a signé la République du Congo, en ce qui concerne cette guerre ici, nous avons suivi avec vous dernièrement qu'il y a eu les chefs d'État qui se sont réunis là-bas à Bujumbura. Ils étaient encore ici à Luanda en désigner des accords. Mais pourquoi nous allons y revenir, monsieur Adolphe Kouété. Voilà. Nous poursuivons avec notre émission. Alors, puisque nous sommes là pour parler vraiment de l'actualité, puisque nous avons déjà vu Maître Adolphe a voulu toucher déjà à l'organigramme, à l'ossature, voire même de notre présence ici. Alors, nous allons devoir poser la question à Maître Manix. Alors, Maître Manix, alors, il n'y a pas si longtemps, il y a eu un sommet à Bujumbura, les 4 deuxième mois 2023, où nous avons vu la participation de différents chefs d'État, en l'occurrence, le président Félix Tshisekedi, il y a eu M. Kaguta Museveni, et qui est le président ougandais. Il y a également Paul Kagame, d'ailleurs, qui est celui à qui, n'est-ce pas, nous sommes en train de faire face. Il y a eu également M. Soulou
Samia Hassan, qui est la présidente Naer de la Tanzanie. Et nous avions également vu M. Ruto William et tant d'autres chefs d'État. Alors, dans ces sommets, les différents chefs d'État ont exigé en ce qu'il y ait cessé les faits immédiats par toutes les parties, voire même les retraits de tous les groupes armés et ordonné aux chefs des forces de défense de la RDC, de l'EAC plutôt, de pouvoir se réunir en DA la semaine et prendre quelques mesures, n'est-ce pas, en vue, n'est-ce pas, d'entrer, n'est-ce pas, dans un dialogue pour mettre fin à ces hostilités. Alors, quels sont les aboutissements, n'est-ce pas, de ces sommets? Ok, merci d'abord, monsieur le journaliste, pour la parole réaccordée. D'abord, ce qu'il faut savoir, est-ce qu'il y a un problème? Il y a un problème dans le chef dans le chef d'État ou le personne qui dirige cette organisation communautaire. Parce que quand vous parlez de l'EAC, d'abord, il y a eu le fait des routes de Luanda qui n'a pas pu être respecté par le groupe armé et en particulier par le M23 soutenu par l'armée rwandaise. D'abord, il y avait eu fait des routes et puis on a exigé les retraits immédiats des forces des groupes armés dont nous avons le M23 et les autres. Mais on parlait des M23 qui est soutenu par le Rwanda. Mais les M23 ont dit, comme ils n'ont pas pu participer à la table ronde, ils ne peuvent pas cesser les faits. Et que font les différentes autorités de l'EAC militaires qui s'y trouvent à l'est du pays? D'abord, c'est un problème sérieux. Mais nous, de notre part, comme nous sommes de la jeunesse, nous pensons que comme le président de la République s'était réuni là-bas, il doit changer les choses. Comment voir les choses? Je sais qu'il y a une volonté dans le chef du parti du président de la République et de son gouvernement chapeauté par le Premier ministre Sama Lukonde, mais ils doivent encore beaucoup travailler pour changer les choses. Parce que l'EAC, c'est une organisation communautaire, mais ils doivent mettre des forces, voire même des logistiques nécessaires pour aider les forces armées à aboutir. Vous verrez aujourd'hui, nous sommes mardi, mais vous verrez, il y a plusieurs membres de la population de la partie Est. Maintenant que nous vous parlons à Goma, il y a une grande manifestation. Donc la population est en train de se lamenter de l'EAC. On est en train de militer contre l'EAC et nous pensons que le gouvernement doit penser autrement. Donc de renforcer. Et puis nous appelons aussi les différentes autorités, William Ruto du Kenya, Museveni de l'Ouganda et autres, de bien se positionner pour mettre fin à cette guerre qui gangrène, qui est en train d'éradiquer notre population de la partie Est. Nous avons dit. Voilà, nous passons la parole à M. Ignace. Alors, M. Ignace, quelles sont les différentes contributions des différentes communautés internationales? Parce que, comme M. Adolphe l'a souligné, que la RDC a eu à conclure les différentes conventions, voire même les différents traités et accords internationaux. Alors, s'il faudra un peu aller de cette façon, nous allons parler de la communauté internationale, qui d'ailleurs est une communauté dans laquelle nous nous trouvons. Alors, quel est l'apport de la communauté internationale par rapport à la situation sécuritaire à l'Est? Et pour essayer un peu d'être beaucoup plus pratique, j'aimerais avant tout que vous puissiez expliciter à la population congolaise c'est quoi la communauté internationale et quels sont les différents objectifs que cette communauté poursuit. Oui, merci monsieur le journaliste pour la parole nous réaccordée. Déjà, avec la communauté internationale, ce n'est pas plus loin qu'hier. Il y a eu la marche qui a été tenue par les fidèles catholiques, faisant face à la communauté internationale, mais également à l'Organisation internationale de la francophonie, mais également le frère catholique ont voulu à ce que tous les traités puissent passer à la loi de ratification. Alors, c'était en termes de condenser toutes les trois demandes faites par nos fidèles catholiques. Alors,
Parlant de tous ces trois demandes, déjà le problème de la communauté internationale s'avère être un problème important, à telle enseigne que les rôles majeurs, les rôles principaux de la communauté, c'est d'intervenir pour donner de l'aide dans des pays qui ont peut-être des problèmes, ou bien dans des pays qui ont buté à certaines réalités. Mais jusque-là, déjà, la communauté internationale n'a pas eu à intervenir sur la scène interne de la communauté internationale ou bien de la République démocratique du Congo. Déjà, la communauté internationale, pour plus d'explicité là-bas, parce que déjà, la communauté, telle que vous l'entendez ainsi, c'est une association de beaucoup d'États qui se sont réunis justement pour intégrer la paix dans les différents pays lorsqu'il y a des atrocités. Mais la communauté sur le plan des droits, parce qu'il y a la conception des juristes et la conception des individus simples, c'est-à-dire les civils. Pour les juristes, ils conçoivent la communauté comme n'ayant pas la personnalité juridique. Pourquoi? C'est parce qu'en droit, quelque chose qui n'a pas la personnalité juridique, c'est-à-dire elle n'a pas ça n'existe pas. Ça n'a pas de la vie en droit. Donc, ça n'a pas de droits, ça n'a même pas des obligations. Mais on a vu que la communauté, lorsqu'il s'agirait de la guerre qui opposait la Russie et l'Ukraine, la communauté avait intervenu abusivement avec des aides. Mais on se demande pourquoi ce n'est pas le cas avec la République démocratique du Congo. Ou bien, qu'est-ce qu'on a fait, quel accord qu'on a eu à déranger que la communauté peut-être s'est énervée contre la République démocratique du Congo. On voit plus la communauté lorsqu'il s'agit des aides. Parce que déjà, lorsque la communauté aide, c'est par là qu'on découvre qu'il y a eu la communauté internationale qui est d'ailleurs actuellement remplacée par la société internationale. Et pensez-vous qu'il y a une sorte d'hypocrisie là-dessus? Sûrement parce que déjà, d'après la demande faite par les fidèles catholiques, moi personnellement, je me rallie à cette demande. Parce que déjà, la communauté a pu intervenir lorsqu'il s'agirait de la guerre qui opposait l'Ukraine et la Russie. Mais pourquoi ce n'est pas le cas avec la République démocratique du Congo? Donc il y a une quelconque hypocrisie, mais pourquoi pas l'hypocrisie vient entendre derrière de la communauté internationale. Maintenant, pour passer à l'Organisation internationale de la francophonie, déjà cette organisation, elle est là pour peut-être, parce que déjà, il y a certaines organisations internes au sein d'un État. Un État peut s'organiser dans certains points. Par exemple, l'organisation, elle devait venir peut-être le système éducatif plus particulièrement. La mise à côté a eu à soulever le problème du système éducatif. Alors, l'Organisation internationale de la francophonie intervient plus pour le système éducatif. Renforcer à des fois le sortir, parce que déjà, avec la République du Congo, il y a plusieurs langues. Il y a le 4 langues officielles, nationales plutôt, et une langue qui est officielle. Alors, la langue officielle, c'est celle qui a été intégrée par la communauté, l'Organisation internationale de la francophonie. C'est elle maintenant qui devait aller renforcer ce mécanisme. Mais elle n'a pas pu intervenir parce que ce n'est pas seulement la seule attribution qu'on lui a reconnue, parce qu'elle intervient aussi dans les guerres. Mais elle n'a pas pu faire ça. Alors, le problème des traités, c'est aussi un problème important parce que déjà, tous les traités devaient être ratifiés. Il y a des traités oraux par lesquels le président peut-être peut aliéner. Je n'ai pas dit que non, le président peut aliéner, mais justement, le président peut aliéner. C'est une suggestion, mais également, ce n'est pas une contestation en fait. Parce que déjà, le président peut aliéner un État à partir d'un traité oral. Alors, c'est ce que les fidèles catholiques ont refusé. Ils ont voulu à ce que tous les traités puissent passer par la loi de ratification, étant donné que c'est le Parlement qui est le mieux placé pour viser d'abord l'intérêt général de la population, afin que celui-ci puisse ratifier toutes les lois plutôt prises par la communauté, le traité plutôt pris par les différentes organisations internationales. Puisque M. Ignace a essayé un peu de souligner le point d'ailleurs culminant, allais-je dire, de l'OIF. Alors, M. Adolphe, pouvez-vous un peu approfondir sur la question de l'OIF, parce que nous avions vu récemment ici qu'on a eu à soutenir, n'est-ce pas, le Rwanda d'ailleurs, qui est l'État qui nous fait vraiment, n'est-ce pas, la guerre. Mais comment expliquez-vous cela? Parce que normalement, on devrait intervenir pour pouvoir soutenir la RDC en vue de prendre quelques mesures efficaces pour pouvoir pallier, n'est-ce pas, à cette situation sécuritaire à l'est du pays. Mais bien au contraire, c'était plutôt le cas avec le Rwanda qu'on avait eu à soutenir. Alors, comment explicitez-vous, n'est-ce pas, cette question et aussi toucher, n'est-ce pas, ce qui est l'OIF? Oui, déjà, je l'avais déjà souligné. En ce qui concerne l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie, vous verrez que normalement, ses objectifs sont bien précisés dans son traité. Et là, on précise très bien les objectifs que poursuivent l'OIF et la vulgarisation de la langue française et d'autres objectifs en fait qui suivent. Alors, vous verrez que normalement, les fidèles catholiques, s'ils ont fait cette demande ici, c'est puisqu'ils ont eux-mêmes constaté que les chefs de l'État, lors de la conclusion des traités et accords internationaux, donc,
Ils ont vu que non, il y a des fois certaines situations qui se font en fait de manière en fait très isolée que la population n'est pas un peu comprendre. De façon un peu très cachée là, d'une politique sévère. Alors, c'est pourquoi les fidèles catholiques ont eu normalement à dire que non, bien que l'article 213 de la Constitution prévoit normalement les matières qui doivent un peu conclure les chefs de l'État et le Premier ministre, vous verrez que normalement il y a d'autres matières qui sont en fait d'une importance très capitale que le chef de l'État n'est pas conclure seul. C'est pourquoi les fidèles catholiques, tout en voyant que non, à des fois les présidents de la République et les premiers ministres ont quand même une possibilité de conclure certains accords et certains traités internationaux. Ils peuvent à des fois conclure des traités qui ne sont même pas conformes à la mentalité de la RDC. Les traités qui n'apportent rien et les traités qui sont à des fois très politiques et qui peuvent même nuire la RDC. C'est pourquoi sous cet angle-là, ils ont voulu que non, la RDC puisse se retirer non seulement de l'Organisation internationale de la francophonie, mais aussi interdire au chef de l'État de ne plus encore signer des pareils traités étant seul, puisque l'article 213 et 216 prévoit déjà bien la procédure. Alors, vous verrez avec moi ici que, surtout sur les CDA, donc tout enfant, d'abord, dès le bas âge, depuis 5 ans, lorsqu'il grandit, il a toujours en lui ces idées-là. L'enfant ne peut jamais perdre normalement les religions. L'enfant reste dur dans ces idéologies-là. Bien qu'actuellement, des fois, il y a la modernisation et que les choses peuvent changer. Mais normalement, vous voyez que dans des pays arabes, les enfants sont en train de continuer qu'avec les religions. On ne peut pas leur changer les idéologies. Et vous verrez que normalement, si la RDC parvient aussi à des fois à opter ces systémiques, ça serait un peu très bien. C'est un mot comportemental. Parce que normalement, ça a aussi l'impact sur la population. Lorsque l'enfant sait que nos assumptions sont nos valeurs et qu'il n'est pas aucunement changé, ça peut quand même m'aider. L'enfant part à l'école, on lui apprend que de l'Arabie Saoudite, l'enfant revient à la maison, partout où il part, l'enfant n'a qu'aidé de l'Arabie Saoudite et même en temps de guerre, en temps d'urgence, il est toujours prêt à sauver son pays. C'est pourquoi vous verrez que ça marche un peu très bien avec eux. Alors si nous aussi nous optons pour cela, et d'abord aujourd'hui on parle de la multiplicité des églises. Il y a aujourd'hui une litanie, toute une marmaille des églises. Dans des avenues par-ci par-là que nous marchons avec vous. Et c'est là normalement nous ne trouvons pas, étant chercheurs, juristes en formation, cela n'a vraiment aucun effet. La multiplicité des églises ou encore des partis politiques n'a vraiment aucun effet sur les solutions idoines qui doivent trouver la RDC. Voilà. Pensez-vous que face, n'est-ce pas, à cette guerre que le Rwanda nous fait, pensez-vous que parmi les M23, parmi tous ces gens qui sont en train de nous combattre, pensez-vous qu'il y a même, n'est-ce pas, les Congolais, c'est-à-dire les fils majeurs du pays, qui travaillent en connivence avec ces gens pour pouvoir combattre, n'est-ce pas, la RDC? C'est ça que je voulais d'abord souligner. Donc, c'est une réalité qui est concrète. Vous verrez que normalement, même ceux-là qui combattent la RDC, il n'y a pas que les étrangers, les occidentaux, les asiatiques et les autres. Mais vous verrez que normalement, même les fils du pays, c'est d'où la nécessité de faire entrer dans les fils du pays l'identité même de la RDC. Vous verrez que même les fils du pays aujourd'hui sont prêts de vendre $1 000, de vendre $2 000. Quelqu'un est prêt à livrer son pays entre les mains des diables. Il y a même nos autorités, qui ont des groupes. Même vos autorités politiques commencent à faire cela. Et donc, si normalement il y a une bonne éducation, l'instruction à la hauteur telle que prévoit l'article 43 de la Constitution, vous verrez que normalement, si on renforçait, bien que les tests de façon en fait textuelle, et c'est déjà prévu, nous ne faisons pas débat, mais vous verrez que sur le plan de la pratique, si on maintient en fait cette idée-là de pouvoir faire entrer l'identité de la RDC dans le chef des enfants, déjà dès le bas âge, l'enfant ne sera aucunement prêt pour livrer son pays entre les mains des diables. Vous verrez qu'il y a une certaine autorité. Il acquiert la nationalité du jour au jour. Et au sein là-bas à l'Assemblée nationale, les autres ne font rien. Il est contre normalement toutes les solutions idoines que doit prendre la RDC pour se protéger et sauver le peuple. Et donc cela va un peu de connivence avec cela.
vraiment, même à l'est du pays, vous verrez qu'il y a les autres qui prennent encore des armes contre la RDC. Il n'y a pas que les Occidentaux. Ils peuvent traiter devant, lorsqu'un enfant de la famille est devant $1000, $2000 pour livrer sa famille entre les mains du diable, l'enfant ne peut aucunement faire cela. Pourquoi? Puisqu'il est bien instruit, les parents ont un peu veillé sur ça. Mais supposons que la RDC c'est une famille. D'abord c'est une famille du point de vue social. C'est une famille, nous formons une famille. Alors lorsque nous allons un peu aussi avoir cette idée-là, de ne pas normalement livrer notre pays entre les mains du diable, cela va un peu faire que notre pays puisse avancer en chitance. Ceci me paraît en fait un peu flou, puisque je vois ce qui se passe en RDC, c'est un peu trop macabre. C'est en fait trop bizarre et ça suscite encore le débat, puisque il paraît un peu difficile. Comment est-ce que quelqu'un qui se dit de père et de mère, qui se dit congolais d'origine et non d'acquisition, peut dans certaines circonstances ne pas être prêt à sauver son pays? Ne pas être prêt. C'est un peu très bizarre. Vraie question, aujourd'hui, nous recrutons même 1000 Congolais ici à Kinshasa. Ils vont fuir. Mais c'est dit que c'est père et de mère. Ils sont alors à faire ici. Alors, c'est pourquoi la RDC, pour ne pas aller emprunter certains mécanismes pouvant aider à mettre fin à cette situation, la RDC doit cesser l'étape d'un État bébé à un État vraiment grand, s'il faut les qualifier ainsi. Donc la RDC doit prendre ses responsabilités en charge, être seule et trouver des solutions seule. Et ceci ne veut pas dire que c'est l'égoïsme. Non, ce n'est pas l'égoïsme. C'est juste pour être fort seul en cas de danger. Comment signer les accords? D'autres accords n'apportent rien. Et donc, on a un peu veillé sur ça. Le système éducatif a aussi l'impact normalement sur ça. Parce que vous savez très bien que celui qui peut détruire un coin, c'est seulement celui qui a déjà habité là-bas. Bien. Voilà, alors voilà, c'est ça que je voulais un peu surtout parler. Là, je pense que je passe d'abord la parole si encore à parler. Merci, monsieur Adolphe. Les systèmes éducatifs, comme a dit monsieur Adolphe, est vraiment à la base, n'est-ce pas, de toutes ces hostilités. Alors, monsieur Manix, Ah ouais. puisque vous nous aviez parlé de CKI, n'est-ce pas, lors de la rencontre, n'est-ce pas, Bujumbura des chefs d'État, vous aviez dit qu'il y a eu premièrement l'évaluation sur la feuille des routes de Luanda, où on a exigé en ce que, n'est-ce pas, tous ces groupes armés qui nous combattent puissent un peu, n'est-ce pas, faire les retraits effectifs, voire même définitifs, en vue d'entrer, n'est-ce pas, dans un dialogue. Alors, pensez-vous pas que la RDC doit elle-même prendre charge, n'est-ce pas, de ce qui se passe? Ok, merci beaucoup. D'abord, c'est une question trop pertinente. D'abord, avant d'aborder cette notion ou cette actualité, j'aimerais bien recourir à ce qu'a parlé concernant l'OIF. D'abord, du point de vue projet ou les assises ou les objectifs, vous verrez qu'il y a le respect des droits de l'homme. Et puis, l'Église catholique a bien évidemment raison de demander la suspension de la RDC à cette organisation internationale. Parce que vous êtes assigné dans le respect des droits de l'homme parmi vos objectifs. Mais ici, comment est-ce que le droit de l'homme est bafoué à la partie est du pays? D'abord, il n'y a pas seulement des atteintes, mais il y a aussi des graves violations. C'est ce que même le professeur Kalindi aborde dans son ouvrage de l'introduction aux droits de l'homme. Donc c'est un peu ça, l'Église catholique a bien évidemment raison. Et puis avant d'aborder aussi, recourir à ce qu'on parle de cette conscience-là de l'éveil patriotique. Je vous jure, il y a plusieurs Congolais qui sont prêts pour aller vaincre l'ennemi à l'est du pays. Ils sont prêts. Comment est-ce que le chef de l'État, quand il a lancé ici le recrutement de soldats, en Mbuji-Mayi, dans le Sidou Bangui, dans plusieurs provinces, il y a eu des jeunes qui se sont engagés, voire même à la partie est. Mais c'est quoi le problème? Le gouvernement peut envoyer les fonds à la partie est, mais il y a des détournements, les généraux en train de détourner. Mais comment est-ce que quelqu'un peut aller au front parce qu'il sait que ni sa famille a faim, ses enfants sont chassés des écoles, mais comment est-ce qu'il peut avoir ce goût-là de mourir pour sa patrie? Donc on doit arranger aussi les situations sociales de ceux qui se battent pour nous au front
parce que là, ils auront de grandes envergures. Maintenant, pour toucher cette question, nous verrons que ici, comme les chefs de l'État s'y sont engagés avec son gouvernement, et puis le peuple congolais en a marre de cette guerre. Il veut qu'on en finisse. Le peuple, le président de la République doit vraiment se mettre au fond. Et puis parce qu'on a déjà suivi ici, non, même le ministre Christopher Lutundu des Affaires étrangères avait bien pu négocier avec les conseils sécuritaires des Nations Unies. On a pu enlever l'embargo sur la RDC. Qu'est-ce qui nous manque? Aujourd'hui, l'actualité, on parle, non, celui-ci a volé XY, a détourné plus de 57 millions de dollars, a détourné 100 millions de dollars, a détourné ceci. Oh non, on avait investi pour cette route, il y a des projets, on a volé. Mais pourquoi prendre toutes ces sommes, aller investir dans l'armement, aller investir dans le social des soldats? Si on le fait, vous verrez que nous allons vaincre l'ennemi. C'est ça, je vous dis. Aujourd'hui, plusieurs Congolais se posent, voire même le monde, comment est-ce qu'un petit pays comme le Rwanda peut nous intimider, voire même nous démoraliser. C'est ce qui est même renseigne le professeur Bongeli. La puissance d'un État, ce n'est pas sa densité, comme on dit, non. La ville de Kinshasa, bientôt, il y aura au moins 30 millions d'habitants, voire même au-delà. Mais ce n'est pas la population qui est la force d'un État. C'est cette conscience, le patriotisme doit nous incarner. Yeah. C'est ce que même le peuple vietnamien est l'exemple concret. Oui, le peuple vietnamien est l'exemple concret. Les États-Unis, qui est l'armée la plus puissante, voire même qui a plus des armes sophistiquées au monde, qui avait pris d'assaut ces pays. Mais le peuple vietnamien qui n'avait ni force et tout, avec ce patriotisme qui les incarnait, ils ont pu déloger l'armée américaine. Ce qui n'était pas chose facile. Donc nous devons, que le président de la République doit beaucoup travailler en améliorant la situation sociale de nos soldats et policiers, et qu'eux aussi, parce qu'on ne peut pas, parce que comme mes amis l'ont dit, nous voyons aujourd'hui le système financier est en train de phagocyter le patriotisme. C'est ce qui est, comme le terme aime beaucoup l'utiliser le professeur Joly, phagocyter. Donc prendre de l'ampleur, donc de prendre d'assaut le patriotisme. Non, on peut venir pour $2000 pour te corrompre, mais si tu as l'amour de ton pays, tu ne peux pas l'accepter. C'est ça, nous devons quitter les groupes armés, comme l'avait dit le président Bossokodia. Merci. Pensez-vous que l'armée congolaise souffre également d'un déficit de leadership militaire et d'un commandement qui est incompétent, désorganisé, voire même dysfonctionnel? Ok, merci. Oui, surtout ça. Parce qu'aujourd'hui, c'était bientôt qu'on avait commémoré la mort du colonel ou général Mamadou Ndala. D'abord, il est un héros pour moi, un héros pour le peuple congolais. C'est ce qui manque parfois à la population congolaise, à l'armée congolaise. Donc l'unicité, l'armée ne peut pas être caractérisée par la division. Il faut un bon leader comme Mamadou Ndala. Merci beaucoup. Monsieur Ignace, quelles sont vos attentes d'une manière laconique, puisque nous courons déjà derrière les temps? Quel est votre dernier mot? Quelle est votre dernière parole? Quelles sont vos attentes par rapport à la situation sécuritaire à l'Est? Qu'est-ce que vous proposez à l'État congolais pour s'impliquer, n'est-ce pas, cette situation? Oui. D'une manière très laconique. Comme je le disais dans le préalable, déjà toutes les mesures qui ont été prises par le gouvernement congolais, ces mesures n'apparaissent que des accessoires à ce qui concerne la situation de l'Est, parce que déjà toutes les mesures ont été bien prises par le gouvernement congolais, mais on ne voit aucun changement. Mais pour pallier à ces problèmes, qui n'est pas seulement un problème national, c'est-à-dire au niveau de notre pays, c'est aussi un problème qui engage même les États internationaux. D'où il y a l'implication de beaucoup d'États justement pour ces problèmes. Mais justement, il faut qu'il y ait la prise de conscience, surtout pour nous, Congolais nous-mêmes. Comme l'avait souligné l'ami, actuellement, c'est difficile d'identifier un Congolais. Déjà, il y a des Rwandais, actuellement, nous sommes pendant la période électorale. Il y a des Rwandais qui se sont fait massivement enrôler, mais il n'y a pas moyen de les identifier.
Pourquoi? C'est parce qu'il n'y a pas une organisation mieux, parce que déjà l'organisation a été mise en place par le gouvernement congolais, mais la prise de conscience de l'individu lui-même, ça n'y est pas. Alors, justement, quand vous me demandez de parler de certaines mesures qui pourront des fois pallier ou bien mettre fin à ces problèmes, moi, personnellement, j'estime que si peut-être le gouvernement congolais renforçait surtout la situation sécuritaire par les différentes armées, surtout les leaderships militaires, comme vous l'aviez souligné, la République n'a pas une carence de généraux. Il y a des grands généraux, il y a les problèmes de généraux de la République du Congo, c'est un problème qui a battu les corps. C'est un État qui est rempli de beaucoup de généraux, il y a même le maréchal Mobutu. C'est en fait une dernière fonction dans le système de l'armée. Alors, il y a des grands généraux sur cette question de la conscience. Si le président de la République renforçait à des fois, peut-être du côté financier, s'il renforçait quand même ce système-là, en ce qui concerne nos armées militaires, ça sera plus facile pour pallier à ces problèmes. C'est un peu en un mot ce que je voudrais dire par rapport à cela. Voilà, Monsieur Adolphe, quelles sont vos attentes par rapport à cette situation? De façon définitive et de façon très laconique, la RDC, c'est un grand pays, qui a déjà traversé plusieurs étapes. Et nous savons avec vous très bien que ce sont les étapes qui traversent une personne qui peuvent un peu l'amener loin. C'est à travers ce que tu traverses comme difficulté qui peut en fait construire ta vie. Et donc, étant donné que nous avons déjà beaucoup vécu, c'est beaucoup vraiment trop. Donc nous avons trop vécu les bonnes et les mauvaises choses, surtout les mauvaises choses de la RDC. Nous sommes menacés tous les jours ici. Nous sommes attaqués par les pays étrangers, justement à cause de nos richesses. Nous avons trop de richesses dans notre pays. Et ces richesses ici, si le gouvernement congolais parvenait à prendre en compte tout ça, nous pensons que nous allons un peu évoluer, nous irons très loin. Et ceci va un peu faire la RDC un grand pays. Alors, les services militaires, les secteurs militaires, vous verrez que c'est un secteur qui est suffisamment fort, puisque déjà nous trouvons que nos confrères qui se trouvent à l'est du pays sont de combattre sans toutefois avoir des soucis, et ils combattent tout en allant jusqu'au bout de la guerre. Alors, le chef de l'État aussi doit un peu faire de tout son mieux, tel qu'il est en train de faire. Il doit encore renforcer beaucoup plus pour qu'il y ait en fait une certaine stabilité de la part de nos confrères qui vivent à l'est du pays, mais également les réfugiés. Tu vois que normalement nous avons nos frères autres qui sont là-bas et les propriétaires de la terre, les M23, les mouvements terroristes ici en train d'occuper ces terres-là par force. Ce sont des crimes des internationaux qui sont en train de commettre. Alors face à ces crimes ici, la RD Congo va normalement prendre ses responsabilités et ne doit pas toutefois chercher à pleurer, à crier, voici comment on me tape, voici comment on me gifle. Mais la RDC, c'est déjà un grand pays qui va normalement prendre ses responsabilités en charge. Et c'est si la RDC parvenait à prendre toutes ses responsabilités, parvenait à se mettre dans sa place, nous pensons que tout va aller loin et nous irons vraiment très loin. Nonobstant toutes les attaques qui pourraient être intentées par les rebelles. De ce point de vue, la RDC, c'est un pays qui a déjà beaucoup traversé à partir de ces phénomènes. Lorsque les chefs de l'État, le gouvernement, va prendre ça en compte, tout en mettant les mesures possibles sur terre, nous pensons que tout va aller bien. Et tout en commémorant les services et autres. Tous les secteurs soient un peu stables et nous serons vraiment très loin. Merci. Bien. La RDC doit prendre ses responsabilités en charge, assurer également le bien-être des militaires qui ne cessent toutefois de se battre, n'est-ce pas, pour la cause de la République. Alors, Monsieur Manix, quel est votre mot de la fin? Et quelles sont également des stratégies que vous proposez à l'État congolais en vue de pallier à cette situation? Ok, merci beaucoup. D'abord, de manière très laconique. Très laconique. D'abord, un message pour tous les abonnés et tous ceux qui nous suivent. Nous devons aimer notre patrie. Il n'y a pas de Congo, il n'y a pas de République démocratique du Congo, comme le dit le professeur Nomba. Nous avons qu'un seul pays et nous devons l'aimer. Nous savons nulle part où aller. Aimons-nous, ne jamais trahir le Congo, comme le disait Moussé.
d'abord du point de vue de la solution, j'ai 2 points. Il y a d'abord du point de vue structural de l'armée, donc on doit restructurer l'armée congolaise en mettant de bonnes autorités au sein des fonctions hautement stratégiques et puis d'améliorer la situation sociale et puis nous devons un engagement patriotique et puis cet engagement regorge à ce sein et les gouvernants et le gouverné, nous avons dit. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de notre carrière de cette émission qui a été présentée par moi-même, Gradine Toki. Toutefois, nous signalons à vous qui êtes nos abonnés de pouvoir, n'est-ce pas, aller dans YouTube, Facebook, envie de nous laisser votre j'aime, votre abonnement et vous aurez également plus d'informations toujours dans cette émission Venez à moi magazine. Ciao.